Zakaria Ratsas, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Merci d'être sorti des allées du salon MIM où on est aujourd'hui pour enregistrer des podcasts que je découvre. On est au 3e jour, c'est samedi, ça a commencé jeudi, pas mal de monde, beaucoup de monde se sont baladés dans les allées de ce salon de l'habillement, du textile ici au Maroc, et puis avec beaucoup d'internationaux et l'occasion de comprendre à quoi sert ce genre de salon. C'est peut-être des questions qui peuvent sembler un peu stupides, mais ça l'est pas, parce qu'il faut savoir à quoi ça sert. Et puis, découvrir aussi les acteurs marocains qui font le secteur du textile. Vous pourrez retrouver des podcasts où on a parlé du secteur du textile, de par où on est passé, de son revival, la résilience du secteur textile marocain et aussi la fierté qu'on peut avoir d'avoir des acteurs qui jouent à l'international. Alors Zakaria, tu es le fondateur de Blue Fingers et Atelier Green. Tout à fait. Alors quelques mots quand même sur cette entreprise et sur ton activité, parce que nécessairement c'est dans le textile, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de spécialités dans le textile et vous avez une empreinte bien particulière. Tout à fait. Si tu veux, on peut commencer par l'empreinte déjà. Ouais. Voilà. Notre positionnement, que ce soit pour Blue Fingers ou pour l'Atelier Green, c'est du premium. Donc on cible les marques premium et surtout les marques éco-responsables. Notre ADN, c'est l'éco-responsabilité. On a essayé de décortiquer toute la chaîne de valeur, de bout en bout, du fil jusqu'à la distribution, pour essayer de proposer à nos clients du Made in Maroc, mais surtout du Made in Green et du Made in responsable. Donc comme tu l'as présenté, Bluefinger, donc c'est une société installée au Maroc. De toute façon, les deux entreprises sont des boîtes marocaines. Bluefingers, elle est spécialisée dans le jean premium éco-responsable. Okay. L'Atelier Green, elle est plus multi-produits. Donc on touche un petit peu au jean, mais surtout à d'autres typologies de produits. Et on essaie avec ça d'offrir une famille de produits complète à nos clients, principalement situés en Europe. Donc alors vous êtes fournisseur donc, pour des marques principalement à pour des marques. Oui. Vous avez une marque qui est propre, tu m'en as parlé, mais ça représente une petite partie. Tu me dis on va pas en parler, mais moi je voulais en parler parce que c'est important, puisque on va quand même s'attarder sur ce volet qui est l'éco-responsabilité, parce que la régulation en Europe, c'est un point qui est extrêmement important pour les exportations, pour pouvoir justement... et c'est un vrai challenge pour le Maroc et beaucoup d'autres pays pour aller vers un marché de 450 millions de consommateurs et avec une régulation qui est, à mon avis, la plus complexe et normative. La plus complexe et normative, et notamment dans le textile, on va y aller. Donc, maîtriser toute la chaîne de valeur end-to-end en éco-responsabilité totale, ça c'est quand même assez inédit. D'abord, c'est une conviction. Parce que l'éco-responsabilité, c'est pas juste un levier de compétitivité. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, de durabilité, du green, mais il y a beaucoup de greenwashing dans les discussions et dans les arguments. Donc nous, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est une conviction qui s'est traduit par un état d'esprit, parce que d'abord l'éco-responsabilité, c'est un état d'esprit, parce qu'il faut un effet de ruissellement tout au long de la chaîne de valeur et surtout autour de l'équipe. Donc, parce qu'on peut être éco-responsable pour la norme, pour pouvoir passer, on va dire, les barrières, tout en essayant de maquiller à droite à gauche. De faire des compromis. Voilà. Mais tu as raison. Après, les clients ne sont pas naïfs. Oui. Quand tu travailles avec des clients, tu les accompagnes de bout en bout pendant des années, voire une décennie. Ils savent que c'est du solide. Et d'ailleurs, tu nous as fait un peu de la promotion pour notre propre marque interne, parce que nous, on est positionné en tant que fournisseur, pas en tant que distributeur. Donc on distribue, mais on distribue en B2B. Mais on a lancé quand même, c'était un challenge, je ne sais pas si c'était du courage ou de l'inconscience ou les deux à la fois, mais en tout cas un jour on s'est dit, à chaque fois qu'on présente à nos clients européens une capsule écologique de bout en bout, ils finissent par dire c'est très beau, c'est très green, mais c'est assez cher, ça ne va pas se vendre. Et à chaque fois, en fait, on a été un peu usé avec ce contre-argument et on voulait leur prouver que chez eux, en Europe, on était capable de créer, nous, en tant que fournisseurs, une marque éco-responsable, faite au Maroc, et assez, pas très chère, mais bon, elle est premium. Et on a choisi pour cela justement
pour réduire les coûts, un canal de distribution 100% digital. Et on a été classé depuis 2 ans, d'ailleurs c'est la 2e année consécutive, numéro 1 des marques européennes faites au Maroc. Green, numéro 1 sur 478 marques en Europe, par le gendarme des marques éco-responsables qui s'appelle Clear Fashion, une application qui score les marques éco-responsables sur plusieurs items. Voilà, c'était une petite parenthèse. Non, mais c'est important. Bravo, déjà. Merci. On va pas dire cocorico, chez nous on dit rororo. Hein. Merci. C'est parce que, et puis d'un point de vue business, j'imagine que montrer qu'on a pu faire du B2C, parce que finalement, toi, tu fournis en B2B pour que ton client, il vende au consommateur. Et si tu arrives à maîtriser la chaîne en éco-responsabilité end-to-end, ça veut dire que c'est pas du flanc, quoi. Parce que sur un salon, lors d'une présentation de collection, tu peux dire ce que tu veux. Un audit, c'est bien, mais c'est une image, c'est pas un film. Par contre, quand tu crées une famille de produits, tu la distribues et tu as le gendarme des marques éco-responsables qui te score sur plusieurs items, bah ça te donne une certaine légitimité sur le B2B. Et voilà, du coup, nous, via le B2C, on a essayé d'avoir cette légitimité pour proposer des collections B2B. Alors, pourquoi être dans un salon comme ça ? À quoi ça sert ? On est qu'on soit sérieux ici à Casablanca, ce MIM, et on a vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais concrètement, est-ce qu'on signe des deals ? Est-ce que ça crée de l'émulation du business ? Vous avez rencontré les gens qu'il fallait ? Alors, pour être honnête avec toi, notre présence ici au salon, d'abord parce qu'on aime notre pays. On s'est dit on ne peut pas faire plusieurs salons dans le monde, surtout en Europe, et ne pas être présent sur un salon qui se passe chez nous, au Maroc. C'est-à-dire on voulait être acteur de cette dynamique qu'on ressent ici au Maroc depuis un moment, et surtout avec les organisateurs et à leur tête les gens de la MIT. On sent qu'il y a une vraie dynamique, qu'il y a du volontarisme, qu'il y a vraiment des bonnes vibes, voilà, des bonnes ondes, et on avait envie d'accompagner cette dynamique-là. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit là. Après, donc là ça commence par, on va dire, du chauvinisme. Voilà, on voulait être là chez nous, mais j'étais agréablement surpris dès les premières heures de l'ouverture du salon par l'ambiance qui régnait, par les clients, la qualité des clients qui étaient là au salon, qui étaient présents. Je sais que la MIT, ils ont fait un effort exceptionnel en invitant des clients européens à leur charge pour qu'ils soient là au salon. Et ça, c'était un vrai. Il y a eu des acheteurs. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est eux qu'on veut. Hein. Oui, bien sûr. Non, on les reconnaît tout de suite, de toute façon. Oui, ou pas. Il y a eu des acheteurs, il y a eu des consolidations d'achats. Et il y a eu aussi des nouveaux contacts. Sur un salon, aujourd'hui, c'est un peu has-been. Tu viens pas avec ton carnet de commandes et l'acheteur qui rentre, tu vas le faire signer. Mais c'est surtout l'acte d'achat devient aujourd'hui, surtout en B2B, c'est un acte complexe, raisonné et un peu plus long. Donc le fait d'être présent là, certainement, ça nous a apporté beaucoup de choses avec nos clients. Et en général, comme on dit, voilà, c'est bien d'avoir du savoir-faire. Maintenant, on est là pour le faire savoir. Donc, c'est la raison de notre présence. Alors, quelles sont les tendances à l'étranger, toi qui travailles et qui fournis essentiellement en Europe ? Bon, tu as parlé nécessairement de l'éco-responsabilité, on en a parlé. On parle beaucoup d'innovation dans tous les secteurs. Et on peut se demander, mais l'innovation au niveau du textile, au niveau de l'habillement, au niveau de la fashion, elle est où ? L'innovation, elle peut être traduite sur toute la chaîne de valeur. L'innovation, je peux parler de mon secteur sur lequel on a une petite expertise. Par exemple, l'innovation dans le jean, ça commence par le coton, ou ça commence en général par les matériaux, et ça peut être particulièrement le coton. Et par exemple, le coton, aujourd'hui, on parle depuis quelques années du coton organique. On parle du coton recyclé, on parle aujourd'hui depuis quelques années, mais vraiment depuis 2-3 ans, du coton régénératif. Ça, ce sont des formes qui
des formes d'innovation qui répondent à la fois à un besoin en termes d'innovation, mais aussi d'éco-responsabilité. Donc on peut parler aussi d'innovation écologique, innovation en termes de durabilité. Donc là j'ai parlé parce qu'on parlait beaucoup de la consommation d'eau des jeans, on a beaucoup travaillé là-dessus. Exactement. Aussi, voilà. Là j'ai commencé par on va dire le démarrage de la chaîne de valeur, et voilà tu me tends la perche. Donc on va parler de l'aval de la chaîne de valeur, qui est le lavage d'un jean. Aujourd'hui on peut laver des jeans sans eau. On peut laver des jeans avec 36 centilitres. C'est l'équivalent du 36 Alors qu'avant centilitres, c'était une consommation, j'ose même plus dire. Une canette de coca. Voilà, je fais pas de la pub à coca, mais c'est une canette de boisson gazeuse. Donc ce qui est énorme. Alors qu'il y a un moment, on lavait avec des centaines de litres d'eau. Donc là, l'innovation, elle est tout au long de la chaîne de valeur. Et elle est perçue. C'est pas juste rébarbatif. C'est pas juste de la théorie, mais on l'applique cette innovation et on la met en valeur. Dernière question. Est-ce que dans un salon comme ça, est-ce que tu as pu prendre la température de la perception que peuvent avoir les donneurs d'ordre, les clients potentiels par rapport à la destination Maroc? Parce que c'est vrai que vous pourrez retrouver dans un autre podcast que j'ai enregistré avec Omar Sajid, le vice-président de l'AMIT. On a parlé de l'évolution et par où est passé le secteur du textile marocain avec tous ces ups and downs, parce qu'il y a eu beaucoup avec la globalisation et la concurrence internationale, nécessairement ça a été compliqué pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, comment tu as perçu, est-ce que tu as pu prendre justement la mesure de la perception qu'ont les donneurs d'ordre du Maroc? C'est sûr. C'est sûr que le paradigme d'achat aujourd'hui dans le monde, non seulement il a évolué, mais on va dire il s'est métamorphosé. Aujourd'hui, les acheteurs, en général, ils cherchent du made in proche. Donc bien évidemment... Donc il n'y a pas que le coût de production. Avant c'était le sacre coût de production, ça se battait que sur le prix. Il y aura toujours une question de prix. On est d'accord. Voilà, mais avant il y avait que ça. Voilà, avant il y avait principalement ça. Et après, en deuxième ou troisième ou quatrième position, il y avait les affinités avec certains pays. Par exemple, on trouvait beaucoup les Espagnols, les Français qui venaient travailler au Maroc, les Italiens en Tunisie pour des raisons historiques, les pays anglo-saxons travaillent plus en Inde. Aujourd'hui, chaque pays, ou plutôt les débouchés, cherchent à travailler plus proche de leur... En fait, il faut que la zone de production soit pas très loin de la zone de vente, de distribution. Mais ça, c'est pas un choix. Ça, c'est le marché qui l'impose. Et on parle aujourd'hui souvent, parce que tu parlais de perception, donc je reviens à la question initiale. La perception, c'est pas juste de la perception, mais c'est une réalité. C'est un fait. Et comme on dit, si tu prends pas le changement par la tête, il te prend par le cou. Donc aujourd'hui, les acheteurs, ils essaient d'être un peu plus proactifs. Ils savent qu'il y a le passeport digital qui va imposer une certaine traçabilité. Qui dit traçabilité dit transparence. Qui dit transparence, ça veut dire à un certain moment, il faut qu'ils communiquent sur les pays de production. Aujourd'hui, les étiquettes Made in n'est pas une obligation en Europe, mais elle va l'être. Dans certains produits, les distributeurs n'ont pas l'obligation de mettre le Made in. Donc à partir de 2025, et je pense que ça a été reporté à 2027, mais c'est 2027, c'est demain. Les chaînes de distribution, les marques, les chaînes et les distributeurs, elles auront l'obligation non seulement de mettre du Made in, mais aussi de mettre leur empreinte carbone. Donc la décarbonation aujourd'hui peut se faire via des pays de production qui sont proches. Et nous, pour nous, l'Europe, on est bon élève en la matière. Et on est bon élève en la matière, le Maroc. On est à 12 km de l'Europe. Non seulement en proximité, mais aussi avec toute notre politique d'énergie renouvelable et notre mix énergétique. Évidemment, on est un bon élève en la matière. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'avoir été avec nous. C'était très intéressant et de découvrir non seulement ton entreprise, et puis aussi te montrer la fierté d'avoir des entreprises marocaines qui arrivent à ce résultat et dans des marchés qui sont pas évidents de par la normalisation et toutes les normes qui sont demandées. Pour le bien de la planète. Pour le bien de la planète. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Au revoir.